Bonjour à tous, bienvenue à OVNI Paris, euh, à tous mes auditeurs, à ceux qui étaient présents la dernière fois et ceux qui vont se connecter maintenant sur YouTube. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Bruno Bousquet qui va nous parler de l'enquête de terrain et de son avenir. C'est un petit peu comme vous savez, enfin, je vous l'apprends en tout cas, je fais le tour de France des enquêteurs de terrain pour justement populariser et montrer l'intérêt et les problèmes aussi qu'a cette démarche. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, Bruno Bousquet va nous parler de son parcours, de ses expériences d'enquêteur de terrain. Et pour finir, on va discuter sur l'avenir de l'enquête de terrain. Juste deux mots avant de lui donner la parole. Si je fais ça, c'est bien sûr parce que ça peut paraître évident, mais tout commence par l'enquête de terrain. Tous les travaux, et je ne veux absolument pas minimiser les travaux théoriques qui sont faits par des auteurs qui publient leurs réflexions sur le sujet ufologique, mais ça commence par des témoignages et des enquêtes pour valider ou pas ces témoignages. Voilà, donc Bruno que j'avais rencontré à Montpellier, ça m'a donné l'idée de l'inviter, Montpellier à Pérols, où il y avait une conférence organisée par OVNI Languedoc. Donc, ça m'a donné l'idée de l'inviter. Le voilà aujourd'hui chez nous. Bruno, je te laisse la parole. Je vais tenter de donner mon petit parcours alors en quelques mots simplement. Bien sûr. Voilà, pour dire que j'ai commencé l'ufologie très jeune puisque j'avais à peu près 10 ans quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet. C'était dans les années 70 où je commençais à découper les journaux quand je regardais qu'il y avait des trucs intéressants à creuser. Je me souviens, ça doit dater des années 73, à l'époque de la fameuse affaire de la noyade mystérieuse et des taureaux d'une manade qui s'était déroulée à la limite entre l'Hérault et le Gard. 2 jours après, il y a eu le fameux atterrissage de la chapelle Saint-Baudile sur la commune de Fabrègues dans l'Hérault. Donc tout ça, ça m'avait un petit peu interpellé et c'est la curiosité qui a fait que petit à petit, voilà, je me suis intéressé au sujet comme ça. J'ai enregistré des témoignages d'amis, de famille, voilà. Après, il s'est voulu que en 1978, je me suis abonné au numéro de Lumière dans la nuit. De fil en aiguille, j'en suis devenu enquêteur ou plus informateur qu'enquêteur, puisqu'à l'époque, on avait nos fameuses cartes officielles d'enquêteur, mais bon, c'était plus de l'information qu'on leur apportait qu'autre chose. Et puis, après, j'ai fait partie de groupes ufologiques comme Orion à Béziers dans les années 90, beaucoup plus tard, donc, que j'ai quitté en 80. Ça n'existe plus. Hein, ce groupe existe toujours, officiellement, il existe toujours, c'est plus ou moins en sommeil, je ne sais pas trop exactement, mais bon, il existe toujours sur Béziers. J'ai fait partie ensuite de SOS OVNI, l'association nationale que Perry Petrakis avait sur Aix-en-Provence, qui avait des délégations un petit peu partout sur le territoire national. Il m'a laissé le temps, c'est-à-dire 2-3 ans, de voir un petit peu ce qui s'est passé chez eux. Et ensuite, il m'a proposé de devenir le délégué régional pour le Languedoc-Roussillon. Enfin, l'ex-Languedoc-Roussillon, puisque maintenant c'est l'Occitanie. Voilà, donc je suis devenu le délégué pour cette région-là pendant quelques années, jusqu'au temps où l'association SOS OVNI se met en sommeil. Ça devait être dans les années en 2000 ou 2001 par là. Suite à la mise en sommeil de SOS OVNI, on s'est tous trouvés un petit peu démunis. Dans chaque région, on a dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va alors, on a décidé de créer nos propres structures dans nos régions. De là est partie la création de OVNI Investigation à Lyon, OVNI, enfin, dans plusieurs régions de France, comme ça, chacun a fait sa petite structure. Et moi, j'ai créé OVNI Languedoc à Montpellier, donc ça devait être en 2002 ou 2003. J'ai été président de cette association pendant quelques années, et puis ensuite, j'ai laissé la place à Thierry Golin, qui est toujours président de l'association. Voilà un petit peu pour mon parcours. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, Thierry Petrakis, pour ceux qui ne savent pas, c'était le président de SOS OVNI, fondateur et président. On a récupéré tout son... Donc, je fais partie du USO, non seulement d'OVNI Paris, mais d'une association qui s'appelle l'OSO, qui récupère et sécurise toutes les archives ufologiques. On a récupéré toutes les archives de SOS OVNI.
Et donc, effectivement, j'ai trouvé des documents, des lettres de Bruno Bousquet. Eh oui, complètement. Je confirme, moi aussi. Je suis tombé dessus. Donc, personnellement, j'ai pas de questions. Alors, j'ai ouvert comment dire, vous pouvez poser des questions par écrit. Il y a une option qui permet de faire ça, une option discussion. Moi, j'ai pas spécialement de questions sur cette partie-là. Je trouve que c'est étonnant, c'est bien d'avoir commencé l'ufologie si tôt. Personnellement, moi, à l'époque, je m'intéressais qu'à la science-fiction. Je lisais les bouquins de Jimmy Gueux, tout ça. Je dévorais ça sans aucun esprit critique, évidemment, quand tu as 14-15 ans. Tu manques de références. Donc ensuite, ouais. Ah oui, tu as été président d'Ovnilandoc, c'est ce que tu as dit, et puis ensuite tu as passé la main à Thierry Gaulin, qui est l'actuel président de la commission. Qui est toujours. Alors, on s'est rencontrés à Montpellier, près de Montpellier, à Pérols, et d'ailleurs, tu as fait une conférence sur les taureaux, cette affaire de taureaux qui est assez étonnante. On ne sait toujours pas ce qui a pu effrayer ces bêtes et les pousser à la noyade. On ne sait absolument rien de cette histoire, et bien maintenant, évidemment, il est beaucoup trop tard pour essayer de faire quoi que ce soit à ce niveau. Alors, des animaux qui s'effraient, les taureaux, enfin, les moutons, on les connaît, ils sont, comme on dit, ils sont moutonniers, ils se suivent les uns les autres, et quand il y en a un qui saute dans la falaise, les autres y suivent. Mais les taureaux, j'ai un peu de mal à le croire, c'est vraiment... On avait envisagé plusieurs hypothèses, le grand vent, un hélicoptère, enfin, on a tout passé en revue, et finalement, rien n'était concluant, quoi. Personne n'a vraiment su ce qui s'était passé. Alors, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont pensé à l'époque à une hypothèse ufologique? Oui, c'était un ufologue qui avait écrit dans le Midi Libre à l'époque, qui avait suggéré que les ovnis, que les taureaux avaient pu être effrayés par des lueurs, puisque évidemment à cette période, c'est là que j'ai fait une petite corrélation entre les taureaux et l'ufologie, puisque à la même date, il y a eu des lueurs qui avaient été observées dans la région, des roues lumineuses, etc., etc. Et c'était aussi la fameuse période où il y a eu le fameux atterrissage à Fabrègues, à la chapelle Saint-Baudile, le 6 décembre 73. Alors, les taureaux sont morts le 3 ou le 4 décembre 73, et 2 jours après, il y avait eu plusieurs observations intéressantes dans le département. Et on parlait déjà des mutilations animales, des choses comme ça à l'époque? Non, on en parlait pas chez nous, hein. C'était tout récent à l'époque. Les années 60-70, c'était en Amérique, surtout en Amérique du Nord, on en parlait. Mais en France, on n'avait pas, je ne pense pas, à ma connaissance, on n'avait pas encore attaqué le sujet. Pour moi, c'est dans les années 70 en Amérique que ça a commencé à remonter. Bon. Pour ce que j'en sais, je n'ai pas la prétention de tout savoir, loin de là. D'accord? Alors, ensuite, avec ton expérience, on va revenir sur les enquêtes, mais avec ton expérience, tu as écrit des articles dans pas mal de revues, je vois. La revue Lumière dans la nuit, dans la revue Phénoména. Phénoména, c'était la revue des SOS OVNI. Oui. Tu as écrit aussi dans Ufomania. Qu'est-ce que c'est ANEL, DLN? Ça, c'était l'Association nationale des enquêteurs de lumière dans la nuit. Ça, c'était dans les années 80, je pense. Oui, parce que ce que les gens ne savent pas, enfin, pas toujours, il y en a qui savent, c'est que Lumière dans la nuit, c'était pas seulement une revue, mais c'était aussi une association avec des enquêteurs, un réseau d'enquêteurs. Voilà, donc on avait ce qu'on appelait une carte officielle d'enquêteur. On était plus informateurs qu'enquêteurs à l'époque, mais bon, il nous arrivait aussi de faire de l'enquête de terrain et de balancer ces enquêtes à Lumière dans la nuit qui publiait ça dans sa revue, quoi. Voilà. Ça avait poussé comme des champignons sur la France, les groupes ufologiques et les groupes d'enquête. Enfin, d'enquête entre guillemets peut-être, mais... C'était les grandes années, les années d'or de l'ufologie, les années 70, quoi. Après, 80-90, il y a eu une baisse conséquente des enquêteurs un petit peu partout. Bon, on y reviendra parce que c'est justement un début de cette conférence et d'examiner tout ça. Alors, tu as participé à des émissions, DHTV, avec Gilles Thomas, bien sûr, le célèbre Gilles Thomas, avec Bob aussi.
Ça, je ne savais pas. Je l'ai appris avec ton document. Pascal Fechner, ah oui, tu as fait des émissions avec Maybe Planet, d'accord. Oui. Et puis, tu es intervenu oui, dans des congrès de devenir dans le doc. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as fait avec Maybe Planet? Tu as parlé de ton expérience? Tu as été invité pour... Je ne sais plus exactement de quoi j'avais parlé, sûrement de l'ufologie de terrain, parce que c'est mon dada. Je pense que c'est Ouais. en général, quand j'ai fait des émissions, c'était sur ce sujet-là, quoi. Uh-huh. Alors, moi, un truc que je trouve très intéressant, a priori, c'est cette base de données. Tu peux nous en dire plus? Une base de données, c'était assez succès, mais bon, c'était un truc qui m'avait pris à l'époque, j'avais eu envie de faire ça. C'était dans les années 90, je pense. Je m'étais amusé à recueillir tout un tas d'observations, qu'il s'agisse d'observations dans les revues, dans les journaux, dans tous les médias, dans les revues ufologiques, etc. Et j'avais fait une petite base de données avec la date de l'observation, l'heure de l'observation, le lieu, le département, et à côté, il y avait la source du cas. On pouvait se référer pour retrouver facilement les trucs. Et j'ai fait ça pendant 20 ans, c'est-à-dire de 97 à... Attendez, je dis pas... Non, de 77 à 97, en fin de compte. C'est pendant 20 ans, oui. Et puis, j'avais plus de 2000 ou 2500 cas d'observation. Puis, un jour, je me suis dit, mais à quoi ça sert d'accumuler, on va faire ça toute notre vie, quoi, accumuler des cas, si on ne prend pas le temps de se poser à un moment donné pour étudier le truc. Parce que bon, les milliers de cas, c'est bien beau, mais il n'y avait pas que les ovnis là-dedans. Il pouvait très bien y avoir 10%, 20%, 30% de trucs intéressants, et puis le reste était à jeter, parce qu'il n'y avait pas eu d'enquête à proprement parler de fait, etc. Donc, à partir de là, je me suis dit, bon, je vais arrêter d'accumuler des cas pour rien, enfin pas pour rien, parce que ça peut servir aux générations suivantes, mais je me suis consacré à l'enquête et à la contre-enquête. Je me suis dit, bon, dans tout ce tas d'observation, il doit bien y avoir des trucs intéressants à approfondir. Et c'est à partir de ce moment-là que je fais de la contre-enquête, on va dire, quoi. Et donc, tout est parti de là, et je suis allé sur le terrain faire des enquêtes et des contre-enquêtes. Et j'ai abandonné la base de données. Mais tu l'as abandonné, mais c'est sous forme c'est une base papier ou c'est une base informatique? C'est une base informatique, hein, qui était à l'époque sur des disquettes. Alors là, ça a été très compliqué, parce que c'était les fameuses disquettes, les grandes disquettes, puis les petites disquettes, et puis les CD, et à mesure, chaque fois qu'on changeait d'ordinateur, il n'était plus possible d'insérer les archives. J'ai réussi à sauvegarder la majorité des trucs, mais bon, ça n'a pas servi à grand-chose finalement. Est-ce qu'elle est récupérable? Est-ce qu'elle existe toujours? Oui, elle est récupérable, oui. Ouais. Parce que tu l'as, par exemple, est-ce que le sceau en a connaissance d'après toi? Je ne sais pas. Peut-être ils en ont connaissance quand on a eu parlé, mais on n'a jamais vraiment... Il faut que j'en parle à Gilles Durand. Oui, je peux leur filer la base de données sans problème. Parce qu'on pourrait la recopier sur un CD maintenant, peut-être. Oui. Donc un CD, c'est du Windows. Oui, mais j'ai la possibilité maintenant de récupérer des anciens trucs. Je crois que c'est assez facile. Enfin bon, c'est un peu en dehors de la conférence, mais pendant qu'on y est, ça serait pas mal que ce ne soit pas perdu, quoi, parce que on a récupéré les bases de données papier récemment, mais informatique, c'est quand même plus pratique. D'accord. Maintenant, on va peut-être rentrer dans le cœur du sujet, les enquêtes. Alors, les enquêtes, des enquêtes, j'en ai fait pas mal, évidemment. Il y en a quelques-unes qui sortent du lot. C'est d'abord la vague d'observation dans mon département de l'Hérault en 1994, où les gens savaient que je m'intéressais au phénomène. Et donc, ils venaient me trouver. J'avais un commerce à l'époque, j'avais un magasin de presse, et ils me disaient, hier soir, j'ai vu ça, ça s'est passé comme ça. Alors bon, je leur disais, écoutez, faites-moi des dessins, on verra plus tard. Et il s'est voulu que le lendemain ou le surlendemain de ces rapports-là,
je faisais le tour du village avec ma mère à l'époque et j'ai observé ce que les témoins m'avaient décrit la veille ou l'avant-veille. C'est-à-dire, bon, c'est rien d'exceptionnel, c'est simplement une petite lumière blanche fixe, en trajectoire rectiligne, à basse altitude, sans bruit. Alors, à partir de là, je me suis dit, ah tiens, ils ne se sont pas fait chier le toit, parce que bon, c'est vrai qu'il y a toujours on peut toujours se dire, ah, mais ils savaient que tu t'intéressais au phénomène, etc. Donc, j'ai essayé d'en savoir un petit peu plus. C'est à partir de là qu'on a contacté les aéroports pour savoir s'il y avait des avions, les stations météo pour savoir s'il y avait un ballon qui se baladait dans le coin. On est allé voir les gendarmes, on a fait des dépositions. Et voilà, ça a été une mini-vague, on va dire, de 5-6 observations différentes. On n'a jamais pu savoir ce qui s'était passé. Voilà. Voilà la première. Oui. D'accord, la première enquête, ok. Donc à l'époque, comment tu travaillais? Tu avais déjà une méthode ou Oui, j'avais déjà une méthode. On allait Oui. déjà sur le terrain. J'avais déjà travaillé avec d'autres ufologues. Donc, bon, c'était encore le support papier. Hein. Dans les années 90, on n'était pas informatisé. Enfin, on commençait à s'informatiser, mais on Voilà. allait sur le terrain avec des papiers, des crayons, des boussoles et les cartes Michelin. Et voilà, le caméscope, ça se passait comme Je ne ça. sais pas si ça a beaucoup changé. Je crois que le support papier existe toujours. Ça existe toujours. On a toujours besoin du support papier. Tout le temps, tout le temps. Voilà pour 1994. Après, en 1996, il y a eu le fameux crash du Parmelan en Haute-Savoie, Oui. de tonnes, où il y a eu des témoins qui ont entendu des grands bruits, des détonations, vu des lueurs dans le ciel, etc. Et un périmètre de sécurité a été fait par l'armée, par la protection civile. On n'a jamais trop su ce qui s'était craché là-dedans. On a soupçonné ensuite que c'était l'armée qui avait lâché un réservoir ou un missile. On n'a jamais trop su. Quoi qu'il en soit, c'était l'époque où, quand il se passait quelque chose, je n'hésitais pas à sauter dans ma voiture et à faire 500 km pour... vous voyez, ça a beaucoup changé depuis. C'est là on va parler peut-être de l'évolution de l'enquête de terrain il y a 20 ans, 30 ans et maintenant, quoi. Donc, Que le Parmelan, c'était la Haute-Savoie, c'est ça? le Parlement, c'était en Haute-Savoie. C'est un Ouais. département que je connaissais très bien puisque j'y allais en vacances, donc je connaissais les lieux parfaitement. L'enquête du Parmelan a surtout quand même été faite par Jean-Pierre Troadec, qui était à l'époque, qui est toujours d'ailleurs dans la région, du côté de Oui. Lyon, et qui était OVNI Investigation. Donc lui avait fait l'enquête sur le Parmelan et avait publié ça dans les revues à l'époque, je pense que c'était un phénomène. Et il s'est voulu que 6 jours après, le même phénomène se reproduise dans le département du Gard, qui est à 120-130 km de chez moi. Alors, on a fait des rapprochements là aussi. Même scénario, c'est-à-dire des gens qui entendent un fort bruit de détonation, des lueurs qui sont observées, et l'armée qui boucle le secteur, la protection civile, etc., etc. Alors, ce qui nous avait fait bien marrer à l'époque, c'était les versions officielles. Parce que pour le Parmelan, dès le lendemain, la préfecture avait annoncé que c'était un Antonov, un avion russe donc, un Antonov, qui était passé sur le Parmelan dans des conditions météorologiques assez particulières et qui avaient provoqué tout ce grand branle-bas de combat, on va dire. Donc, on en est resté là. Sauf que 6 jours après, on a eu la même chose sur le Gard. Et alors là, Les Russes, c'est terrible. Hein. on avait entendu que c'était un hélicoptère Puma qui avait passé le mur du son. Alors là, ça nous avait bien régalé. Parce que le Puma se traîne à 200 ou 250 km à l'heure, je pense, enfin un truc comme ça. Donc on avait dit, bon, les versions officielles, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Ouais, c'est pas le top. C'est pas le top, voilà. Voilà, ça se J'ai montré les coupures de presse là. C'est pour la petite histoire. Hein. Je les mettrai dans le site internet. Voilà. Ok. Ceci dit, là aussi, pour le Gard, on avait quand même soupçonné fortement les militaires qui avaient largué quelque chose. Je pencherais plutôt pour l'hypothèse militaire que l'hypothèse ufologique.
Ok, mais bon, il faut enquêter, mais bravo. Mais bon, voilà, oui. Voilà le Parlement. Ensuite, l'affaire B, on en reparlera plus longuement dans un petit moment. En 99, l'affaire des Millau. L'affaire des Millau, c'est un ambulancier qui revenait par l'autoroute du centre de la France, qui rentrait chez lui dans le Gard et qui observe des traînées lumineuses dans le ciel. Ce témoin contacte SOS OVNI à l'époque et comme j'étais responsable de la région, avec Thierry Gaulin, tous les deux, on a fait quelques allers-retours sur les lieux. Je crois qu'on a fait plus de 1000 km à l'époque entre les allers-retours de nombreuses fois pour essayer de revenir sur les lieux avec le témoin. On avait même bouclé l'autoroute à l'époque avec l'autorisation des gendarmes et de la DDE. Enfin, c'était, vous voyez, c'était vraiment ce qui était passionnant, c'est ça, quoi. C'était de revenir sur les lieux, essayer de refaire des reconstitutions, etc. Si on n'avait pas fait cette contre-enquête, on n'aurait jamais résolu le cas. Or, on s'est trouvé dans les mêmes conditions à observer ces fameuses traînées lumineuses dans le ciel. Et en fin de compte, c'était des traînées d'avions. Donc, tout le monde a été plus ou moins déçu, évidemment, parce que bon, quand on dit c'était pas un ovni, c'était des traînées d'avions, il y a pas mal de gens qui ont dit ah, mais bon, vous expliquez tout, etc., etc. Alors qu'en fait, voilà, on était quand même content d'avoir trouvé la solution à cette affaire. À l'énigme, ouais. Voilà, oui. Alors évidemment, à l'époque, quand j'avais contacté des journalistes que je connaissais dans les journaux, je leur avais téléphoné pour leur dire bon, ben, on a trouvé l'OVNI de Millau, c'était des traînées d'avions. Et là, on s'était entendu dire oh, ben ouais, tu comprends, quand on avait annoncé un OVNI, c'était vendeur, alors que là, si tu dis que c'est traînées d'avions, c'est plus la même histoire. Donc là aussi, c'est pour montrer que les médias, parfois, aiment bien le mystère. Voilà pour Millau. Et puis alors, évidemment, la grosse contre-enquête, c'est l'affaire B, ce fameux cas qui date de 1955 et qui s'est déroulé dans l'Hérault, sur laquelle j'ai enquêté et contre-enquêté pendant plus de 15 ans, à aller voir le témoin de nombreuses fois, gagner sa confiance et obtenir tellement d'éléments que j'en ai fait un bouquin. Ce bouquin qui est sorti d'abord, dans un premier temps, avec le SOS OVNI, puis avec le SO, et puis qui a été réédité, revu, corrigé et augmenté par JMG l'année dernière, et qui s'intitule L'affaire B. Voilà, on le voit à l'écran. Une belle couverture. Oui. Ouais, la couverture est d'Alex Escobar qui fait beaucoup de bon boulot pour les couvertures de Lumière dans la nuit, entre autres, puis certaines affiches. Il a beaucoup travaillé pour OVNI Paris. Aussi. Et bon, voilà, il a son caractère. Maintenant, j'ai un nouvel illustrateur, mais il fait du très bon boulot. Il fait du bon boulot. Ouais. Et Guy. Bonsoir Guy. Ah, bonsoir, Guy. Bien, ça va bien. Ok, salut. On va redonner la parole à Bruno. Vas-y, Pablo. Oh, ben, je sais pas, vous avez des questions peut-être, je sais pas. Alors, oui, il faudrait que cette affaire B, tout le monde, beaucoup de gens ne la connaissent pas. Hein. Sans pas lu ton livre, ne la connaissent pas. Est-ce que tu peux détailler un petit peu, me faire l'historique et les contre-enquêtes que tu as pu faire? Ben, il faut acheter le livre. Hein. Alors, je vais essayer de résumer le plus brièvement Je vais possible. te montrer la pile de livres que j'ai pas lu encore. C'est un monsieur qui est décédé malheureusement l'année dernière et qui avait 25 ans à l'époque, en 1955 donc. Il allait ramasser des escargots la nuit et puis il a observé plusieurs objets lumineux qui se sont approchés de lui. Il était presque minuit. De ces objets, il y en a un qui s'est approché encore davantage, qui l'a immobilisé. Il a été paralysé. Il y a un quart d'heure ou 20 minutes de missing time, on appelle ça, enfin, un temps manquant, où il ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et puis, il a réussi à éteindre la lampe de poche qu'il avait et l'objet a disparu, enfin,
s'est envolé. Il est allé voir sa femme qui dormait en la réveillant, en lui disant, mais voilà, il vient de m'arriver ça. Elle lui dit, mais il faut aller voir le maire, il faut faire quelque chose, tu ne peux pas rester comme ça. Alors il a dit, bon, demain matin, j'irai voir tout ce monde-là pour raconter mon observation. Le lendemain matin, il va voir le maire, et avec le maire, il retourne sur les lieux de l'observation. Et là, il récupère des filaments argentés, on va dire du même type que ceux qu'on a observés à Roswell, c'est-à-dire les fameux filaments qu'on a des difficultés à tordre, enfin même système qu'à Roswell. Après, le maire promet qu'il va s'occuper de l'affaire, qu'il va faire des analyses, etc. Et puis il n'y a rien qui est fait. Et ce jour-là, il a un repas de famille. Et pendant le repas de famille, le chien du témoin, qui suppose l'avait suivi durant son observation, se met à tourner en rond, les chairs se détachent, il devient tout bleu, il meurt dans la cour, comme s'il avait été fortement irradié. Bon, moi, quand on me raconte ça, et même tous ceux qui ont écouté le témoin à l'époque, on dit, mais il raconte n'importe quoi, ça n'existe pas, un chien qui devient tout bleu, des chairs qui se détachent, mais le bonhomme est complètement à la masse, quoi. Il nous invente des trucs. Et puis, malheureusement, heureusement aussi, si en 1955, ça paraissait complètement bidon, cette histoire, il s'est voulu qu'en 86, on se souvient tous de la catastrophe de Tchernobyl. Et après Tchernobyl, il y a un bouquin qui est très intéressant d'une journaliste qui s'appelle La Supplication. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce bouquin, il faut absolument le lire si vous ne le connaissez pas, où elle détaille un petit peu tout ce qui s'est passé après Tchernobyl. Et donc, on voit des gens qui ont été fortement irradiés et dont les chairs sont violacées, tombent, etc. Enfin, on retrouve exactement, disons, les mêmes éléments que ceux que notre témoin racontait pour son chien en 1955. Et puis, il y a une affaire ufologique assez connue, Cache-Landrum, où il y a effectivement, il se passe la même chose. Une personne va être touchée par les radiations et alors après, va lui arriver la même chose, elle va mourir. Après avoir fait de nombreux allers-retours chez le témoin, il a réussi à se confier, on va dire. J'ai gagné sa confiance, il y a eu des affinités qui se sont créées. Il m'a raconté des choses qu'il n'avait jamais racontées aux autres enquêteurs qui étaient venus. Parce qu'évidemment, beaucoup d'enquêteurs étaient allés le voir à l'époque. Il y avait non seulement des enquêteurs privés, mais le fameux GEPAN qui était à ses débuts. Dans les années 70, le GEPAN s'était intéressé à cette affaire-là et avait rencontré le témoin. Il y avait eu des dépositions à la gendarmerie, enfin, vous voyez. Bon, là, le boulot de l'enquêteur de terrain, c'est justement d'aller fouiller, d'aller retrouver tout ce qu'il est possible de retrouver, même longtemps après. Parce qu'imaginez, l'observation se déroule en 1955, moi, j'étais même pas né, j'étais loin d'être né. Il y a des contre-enquêtes et des enquêtes qui ont été faites dans les années 70. Et puis moi, j'arrive en 1990, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Faire des analyses, c'est impossible. Si longtemps après, je me suis bien baladé avec un compteur Geiger, mais c'était impossible de retrouver des traces de radioactivité si longtemps après. Par contre, il y a des choses que je voulais gratter et que j'ai découvertes petit à petit. Chaque fois que le témoin me donnait un détail, j'essayais de voir si ça tenait la route, et en approfondissant, je trouvais qu'il ne m'avait pas raconté des balivernes, quoi, que c'était tout se tenait. D'accord. Voilà pour l'histoire. Après, il y a eu des éléments beaucoup plus étranges qui se sont greffés d'ordre parapsychologique, on va dire. Parce que le problème en ufologie, c'est que souvent, on s'intéresse à un cas, donc le témoin vous dit, ben, moi j'ai vu une petite lumière dans le ciel, mais dès qu'il nous dit, moi j'ai vu des choses étranges et mystérieuses, on dit, ah, c'est plus de l'ufologie, c'est de la parapsychologie. Des fois, on met un frein à enquêter. Alors, il faudrait écouter les témoins, quoi qu'ils aient à nous dire, à nous raconter de leur histoire. Je me souviens d'un des éléments de cette affaire-là, c'était quand, dans les années 80, quelqu'un était venu le voir à son domicile en lui disant je viens parce que je sais que vous vendez un terrain et ce terrain m'intéresse.
Alors notre témoin lui dit, ben oui, bien sûr, je vais vous retrouver les plans de ce terrain. Il se baisse, il est chez lui donc, il y a une grande armoire à glace, il se baisse pour ouvrir le tiroir qui est au fond de l'armoire pour récupérer ces fameux plans. Et quand il relève la tête, l'image qu'il voit qui est dans la glace ne correspond pas au personnage qui est derrière lui. Voilà. Donc, il y a tout un tas de trucs comme ça qui vont dire, mais alors, où il débloque, et donc, voilà, il m'a raconté tout un tas tellement d'éléments comme ça que j'en ai fait ce fameux bouquin, l'affaire B, où je raconte tout ça. Ça, entre autres choses, parce qu'il y a eu des histoires de Men in Black, il y a eu des histoires, il y a de tout dans cette enquête. Alors, il y a une précision parce que un de nos auditeurs qui s'appelle Hussein fait remarquer, il pose la question des filaments à Roswell. Alors, à Roswell, il n'y a pas de filaments à ma connaissance, mais il y a des matériaux extrêmement qu'on peut plier, mais qu'on peut pas pincer, qu'on peut pas déchirer, qu'on peut pas réellement déformer. C'est des matériaux à mémoire de forme apparemment qui Je me reprennent suis mal exprimé, mais je parlais de filaments, mais en fait, c'est exactement ça, quoi. C'est des rubans, des rubans, des rubans métalliques qu'on a de difficulté Alors, très question évidente, que sont devenus ces rubans métalliques? Alors, ces rubans métalliques ont été enterrés à la décharge publique, du village. Ben, évidemment, à l'époque, on n'avait pas ni les moyens, ni l'envie de savoir ce qui se passait, quoi. Moi, j'arrive en 90-95. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, bon, il faut aller voir si ces filaments sont toujours en lieu et place du truc. Et malheureusement, depuis tant d'années, des constructions ont été faites par-dessus cette décharge. Donc, il a été impossible d'aller contrôler quoi que ce soit. Et puis prendre un bulldozer et une pioche, quoi, et déblayer tout ça, oui, d'accord. Après, bon, les employés communaux qui avaient manipulé ces filaments, ces débris, quoi, qui avaient enterré ça, sont morts tous les deux de leucémie foudroyante. Enfin, ça aussi, c'est un élément à noter, mais bon, sans pouvoir en faire quoi que ce soit. Mais par contre, le témoin, lui, il n'a pas souffert de leucémie ou de cancer ou quoi que ce soit. Alors lui, non. Il a été malade pendant de longues années. Il a eu toujours des problèmes de cicatrisation qui ne se faisaient pas bien à une oreille. Il a été mis en invalidité par la suite parce qu'il travaillait à l'époque à la SNCF. Il a été mis en invalidité dans les années 70 après avoir subi tout un tas d'examens. Personne ne pouvait rien pour lui, quoi. Personne ne lui disait vraiment ce qu'il avait. Il a été fatigué, il a été vraiment marqué à la fois physiquement et psychologiquement par cette expérience. Mais alors peut-être, est-ce qu'il explique lui pourquoi son chien aurait été plus touché que lui? Et parce qu'il pense que lui a été immobilisé et que le chien a continué. Oui. Il s'est approché davantage, parce qu'il y a eu des messages. Bon, je ne raconte pas tout, parce que c'est vrai qu'on y passerait la nuit, mais il a reçu des messages. On a la nuit. Il a reçu des messages télépathiques qui lui ont dit, mais arrête, ne va pas au-delà. Voilà, quoi, télépathiquement, il avait reçu un message comme quoi il ne fallait pas qu'il avance davantage. Ok. Bonjour Rémi. Alors, ok, bon. Affaire D et affaire B. Alors, l'affaire D, c'est la même chose. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous voyez là, ce truc-là. Un petit peu. Au départ, voilà, on commence à voir là. Au départ, ça s'appelait l'affaire B. Ce qui avait avance encore un peu près la caméra. Un peu plus. Ça avait été publié par SOS voilà, c'est bon, oui. Et par le SO. C'est très bien là. Très bien. Et puis ensuite, comme j'ai repris le cas, parce qu'il y avait de nouveaux éléments, ça s'appelle l'affaire B. Voilà, c'est le fameux bouquin édité par GMG. Voilà. Mais c'est la même chose. D'accord. Mais, oui, ok. Attends, alors qu'est-ce qu'il dit Frédéric Brochard? Pas Hussein. Ok. C'est un message envoyé par un auditeur qui précise. 97. Ok. Eh bien, c'est intéressant. Je vais prendre ce nom d'ailleurs. Ok. Alors, donc, tu as écrit des livres
plusieurs livres. On va J'ai peut-être. écrit plusieurs livres que j'ai ici, et puisqu'ils sont visibles, on va en profiter. Oui, attends, je vais partager l'écran. Si je les approche de la caméra. Ah, mais peut-être tu as Je les les ai, tu linkans, me je les as sais pas. envoyés. Ah, mais Alors, je vas-y vais alors. partager l'écran. Alors, Voilà. en l'an 2001, j'ai publié un premier bouquin qui s'intitulait Mystère en Pays d'Oc. Ah, on ne le voit Alors, pas. celui-là, on ne le voit pas ici, mais Oui, C'est pas grave, ça fait oui, rien. Mm. Mystère en Pays d'Oc, qui est simplement un recueil de tous les faits bizarres qui se sont passés dans le département de l'Hérault. Voilà, c'est un petit truc sympa. Mais bon, il y a pas des enquêtes approfondies, là. C'est simplement des résumés de cas, hein. Ça ne va pas plus loin. Ensuite, D'accord. quelques années plus tard, j'ai publié OVNI, où est la vérité, Mhm. chez La Cour à Nîmes. Le problème, c'est que La Cour est un petit éditeur et qui est distribué dans le midi de la France, mais ça ne va pas bien au-delà. Et c'est assez difficile à trouver. Il n'y a pas beaucoup de promotion de fait de ces bouquins. Pourtant, c'était intéressant. C'était un gros pavé de plus de 500 pages où il y avait une petite autobiographie, des enquêtes de terrain. Il y a d'ailleurs en annexe la fameuse base de données dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Voilà, j'ai encore quelques exemplaires disponibles chez moi, mais sinon, je pense qu'il va être assez difficile à trouver. Ensuite, OVNI, quelle réalité? Celui-là, on le voit aussi à l'écran. oui. Celui-là doit dater de 2000, Tu as 2015. marqué, tu as marqué qu'il était de 2015. Voilà, c'est ça, 2015. OVNI, quelle réalité? Et puis, à compte d'auteur, celui que vous voyez en couleur, avec une belle couverture d'Alex Escobar de nouveau. Un petit peu la même couverture qu'a fait Aviloble l'année dernière, je crois, là. Ça ressemble énormément à ça. Alors, ce bouquin s'intitule OVNI, un enquêteur de terrain témoigne, où je reprends un petit peu mon parcours, etc., etc. Voilà. Et il y en a un qui est en cours, qui va apparaître au mois de mai, au mois de juin, si tout va bien. C'est toujours chez JMG. Alors ça sera de nouveau un bouquin intéressant, on va dire. Voilà. Bon, sûrement. D'accord. Alors, OVNI, quelle réalité? Bon, on peut peut-être continuer à parler un peu des enquêtes. Oui. Ce que tu en penses, euh, comment dire, faire une critique un petit peu de ce qui se fait, de ce qu'on pourrait faire. De façon générale, qu'est-ce que tu penses de l'enquête de terrain, des enquêtes qui se font en France? Et puis ensuite, on va peut-être élargir un petit peu aux autres groupes ufologiques, sans rentrer, Ouais. sans, Ben, de façon générale, sans polémiquer le moins du monde, mais simplement pour en parler, quoi. Voilà. je suis un peu pessimiste, enfin, un peu découragé, on va dire, concernant l'ufologie de terrain. Déjà, il n'y a plus beaucoup d'enquêteurs, de vrais enquêteurs. Il y a beaucoup plus d'ufologues de salon que d'ufologues de terrain. Donc, ceci dit, il ne faut pas opposer les uns aux autres, hein, parce que les uns sont complémentaires. Tout le monde est complémentaire. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'enquêteurs de terrain, de gens qui vont aller voir les témoins directement. Tout se fait par téléphone, par Internet interposé, et ça, c'est pas très bon. C'est pas très bon parce qu'on on peut pas faire une bonne enquête à distance. Il faut vraiment s'imprégner. Et ça, je suis pas le seul à le dire. Je crois que Bertrand Meulles l'avait dit. Vallée a dit la même chose, hein. Didier Gomez aussi. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On n'est plus très nombreux à être des enquêteurs de terrain, quoi. Voilà. Mhm. Eh ouais. Après, on a de plus en plus de moyens, je dirais. On a plus de moyens qu'à l'époque, mais on n'a pas plus de résultats pour ça, quoi. Ouais, parce que, alors est-ce que bon, tu dis que tu es un peu découragé, est-ce que, bon, c'est peut-être, on va peut-être tomber dans un creux où c'était plus du tout à la mode, l'ufologie, ça faisait rire. Disons que c'est la faute aux ufologues aussi, parce qu'on on a fait un peu n'importe quoi à un moment donné. Et on a tourné en rond. Alors, il y a eu les fameuses querelles de clochers entre associations. Tout ça a fait que on n'a pas beaucoup avancé depuis des années. Il y a eu des affaires qui ont fait beaucoup de mal à l'ufologie. Alors en France, Sergi Pontoise, je trouve un peu dommage qu'il y a des gens qui ont encore fait remonter ça. Et j'ai vu sur OVNI Paris, il y a des gens qui ont passé un post là-dessus.
Bon, c'est un canular, quoi. Ça fait énormément de. Tout le monde s'en est rendu compte, presque tout le monde s'en est rendu compte. Et puis, il y a eu l'affaire de Roswell. Alors, pas Roswell, le travail fait par les enquêteurs de terrain, les Donald Schmitt, et puis chez nous, ça a été enquêté par Gildas Bourdet, par exemple, et puis par bien d'autres. Non, je parle des fameuses fausses autopsies, vraies fausses autopsies de Roswell. Autopsie, oui. Ah, ça Des vaut canulars, il y d'écouter. en a toujours eu. Mais cela en fait vraiment du mal parce qu'ils ont été médiatisés à outrance et je crois qu'on commence tout juste à s'en remettre. Après, il y a eu une désaffection du public pour le phénomène, c'est certain. Mais bon, qui de la poule ou de l'œuf, j'allais dire, est-ce qu'il y a moins d'ovnis parce qu'il y a moins d'enquêteurs ou est-ce qu'il y a moins d'enquêteurs parce qu'il y a moins d'ovnis? Je ne sais pas, je n'arrive pas à répondre à cette question. Moi, je suis sûr d'une chose, c'est que si vous êtes au bon endroit et au bon moment, les gens viennent se confier. S'il n'y a pas d'enquêteurs sur le terrain, les cas se perdent. Il y a peut-être de ça aussi. Alors là, je vois monsieur Hussein, il a envoyé un message que je vais reprendre à tout le monde. Il y en a encore de terrain et fidèle à l'esprit de LDLN, dirigé magistralement par monsieur Joël Ménard. Oui, de l'époque de Ménard. Ok. Oui. Eh ben, moi, je suis très intéressé à les rencontrer, ces gens qui font toujours des enquêtes de terrain. J'ai déjà fait des propositions à un groupe que je connais, mais je suis prêt à rencontrer, à donner la parole à des groupes qui travaillent, qui ont des résultats à présenter, bien sûr. Ok. Donc, alors, OVNI, bon, on va pas reparler de l'affaire Déon, je crois OVNI, où est la vérité? Est-ce que tu peux nous en dire plus, Bruno, sur ce livre? Tes réflexions? Parce que le titre est alléchant, mais je ne l'ai pas lu encore, je suis désolé. Dans la première partie, je parle de mon opinion, ce que je crois, etc. De tout ce que j'ai raconté au début, c'est-à-dire de mon parcours, un petit peu mon parcours ufologique. Il y a aussi un petit dictionnaire ufologique qui est sympa. Un petit... voilà. Après, je parle d'enquête auxquelles j'ai participé. Et puis, je termine donc par cette fameuse base de données. Il y a aussi quelques hypothèses, hein, quelques corrélations que j'ai faites entre les mutilations, quoi d'autre encore, voilà, des petites idées, quoi. Idées longues, courtes, on va dire, quoi. D'accord. Et puis, dans OVNI, quelle réalité? Est-ce que tu creuses ces hypothèses ou tu reviens un petit peu oui, parce que tu dis c'est journal Alors, d'un voilà. ufologue quelque peu désabusé par les lenteurs de la recherche, les querelles entre associations et la lassitude. Alors tout ça, Voilà. on va les prendre un par un, ces problèmes. Alors désabusé par les lenteurs de la recherche, allons-y. OVNI, à la réalité, disons que c'est un style différent des autres. C'est un journal ufologue, un peu comme a fait Vallée pour Science Interdite, quoi. Ouais. Chronologiquement, il raconte ces petites histoires. Moi, j'ai fait un petit peu pareil là. C'est un peu ça. OVNI, à la réalité, c'est surtout ça. D'accord. Les querelles entre associations, oui, bon, ça, on ne va pas y revenir parce que C'est dommage. on en a sans arrêt. Sans arrêt, on se prend des scuds. La lassitude, oui, bah, bien sûr, effectivement. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça reparte? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça reparte? Déjà, il faudrait des bonnes volontés, il faudrait une ufologie désintéressée, il faudrait quoi d'autre, je ne sais pas. On est dans un monde où plus rien n'intéresse rien, personne, quoi. À l'époque, on ne regardait pas si on faisait des kilomètres, si on passait notre temps à faire une enquête. Maintenant, dès qu'il s'agit de faire 20 km, il faut se faire rembourser l'essence. Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi qui se passe. C'est malheureux, mais ça fait partie de l'évolution des choses, quoi. Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'ufologie reparte vraiment. Il faudrait d'abord qu'il se passe réellement quelque chose d'intéressant dans le ciel ou sur Terre, parce que c'est vrai que ça fait quelques années qu'on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, si on va par là. Les gros cas intéressants,
il date des années 60 et 70, 80, on va dire. Et depuis quelques années, qu'est-ce qu'on a? On a des lumières nocturnes, on a quelques cas, mais on ne sait pas ce que ça donne. Alors, J'ai vu de suite, hein. Oui. je suis pas sûr parce que quand tu discutes avec les quelques personnes qui font des enquêtes, on leur signale des choses assez étonnantes. On leur signale des cigares énormes, on leur signale des choses vraiment. Enfin, je peux donner la parole à Bruno, Bruno Oui, Beau. oui. Ah, je le Le Beau. confirme, hein, et des choses récentes en plus, hein. Alors, sans dévoiler tes batteries, je pense que tu peux pas de toute façon parce qu'il y a une certaine anonymat et une certaine confidentialité, mais tu m'as parlé de choses dans le midi ou dans le centre, dans la région parisienne qui sont étonnantes. Ouais. Complètement. Des observations de lumière ou d'objets. D'objets, carrément. Et très proche en plus. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu des observations de personnel, uniquement des objets ou On a des eu un entités? atterrissage aussi, on a un cas d'atterrissage avec Anne, donc on est dessus là. Et Mhm. non, il y a des choses très très bien. Oui. Et pourtant, vous êtes. Est-ce que tu as la même impression qu'avait Gérard Deforge, c'est que les cas arrivent maintenant naturellement. Alors, il y a beaucoup de Ils cas qui commencent à arrivent être connus. maintenant. Là, il y a encore 3 jours, j'ai eu encore un nouveau cas, tu vois. Ouais. Parce que tu commences à être connu. Non. Oui, complètement là. Ouais. Et des cas récents. Voilà. T'enquêtes à la fois dans le sud de la région parisienne où tu habites et toute la région parisienne en fait. Oui, toute la Donc il y a région des gens qui parisienne. n'hésitent pas à se déplacer parce que se déplacer en région Oui. parisienne, c'est autre Île-de-France, chose. l'Oise, la Picardie, même en Picardie. On se déplace avec Anne, il n'y a aucun problème. Bravo. Il faudra que je participe un jour. Ok. On va ouvrir. Moi, alors, j'ai regardé si j'ai peut-être trouvé des questions. Attends. Ouais, j'ai des questions là. Ça, c'est une bonne nouvelle, qu'il y ait des cas. Moi, je n'avais pas connaissance de gros cas récemment, quoi. Donc, si Bruno nous apprend ça, c'est déjà qu'il y a encore du boulot à entreprendre. Il y a beaucoup de gens qui se révèlent là, ces Hum. derniers temps. Beaucoup. Dans le milieu, dans ta région, alors l'Hérault, c'est tout près de là où on avait été comment ça, avec Ah, Gilles Thomas, vous étiez. C'était où? Patrice, quand j'étais dans l'Aude, j'ai eu des cas aussi, hein, et des cas Oui, récents, hein. oui, dans l'Aude. Les Oui, cas tout à fait, récents. des cas de 2021, hein. Voilà, il y a quelqu'un qui nous dit Gandanger. Je ne sais pas si je prononce bien, en tout cas, il nous dit, je confirme, et voilà, il y a des cas Mm. plus rares, mais il y en a toujours. Oui. Alors, bon, on a déjà parlé de ça. Est-ce que tu travailles, est-ce, quelle, est-ce que, quelle est ton opinion sur les grandes associations comme le MUFON, Bruno? Est-ce que tu vois ça Je vois ça de loin. de loin? Euh, Ouais. je vois ça de loin. Je ne connais pas les gens du MUFON particulièrement. Donc, je ne peux pas en prononcer vraiment sans connaître, quoi. Ça a changé de direction, hein, tu le sais bien. Oui, là, j'ai vu, là, ouais, j'ai vu C'est passer ça. Janice Charlot maintenant. Oui, peut-être qu'il va y avoir un changement de. Je sais pas, j'avais l'impression que jusqu'à maintenant, même fond, ils avaient certaines a priori quand même. Donc, alors que moi, justement, dans mes enquêtes, je pars neutre, on va dire. Alors qu'il y a beaucoup d'associations, malheureusement, qui ont tendance, dès le départ, à avoir des a priori, et ça, c'est pas très bon, quoi. Après, je connais pas le travail qu'ils ont fait. Bah, ils débutent eux aussi. Hein, ils sont, ça fait combien de temps qu'ils sont il n'y a pas 2 ans, moins de 2 ans, ça fait un peu plus d'1 an seulement. Donc il faut leur laisser le. Moi, c'est ce que j'avais dit au prédécesseur de Janice, c'est-à-dire Fechner. Je lui ai dit Pascal Fechner, je lui ai dit bon bah ok, euh, présente-moi ce que tu fais et puis on verra. Dans 2 ans, si tu veux bien, tu reviendras me présenter les résultats. Malheureusement, il a dû laisser tomber, enfin, il a fait son choix. Et puis, heureusement, Janice Charlot a repris, n'a pas laissé tomber l'opération et l'a repris. Et je crois avec pas mal de dynamisme, hein, quand même. Parce qu'elle a enquêté pendant 20 ans au Québec.
Elle a vécu pendant 20 ans au Québec et elle a enquêté là-bas. Elle avait un poste déjà de responsabilité, je crois, au MUFON canadien. J'espère que je dis pas de bêtises. Mais donc, et puis le GEPAN, bon, on a quelqu'un qui a travaillé au GEPAN, là, mais GEPAN, je sais pas ce qu'ils font, moi. Bon, allez, on va changer de sujet. Côté article, contre enquête. Oui, c'est contre enquête. Ça ne doit pas être facile de revenir 10 ans, 20 ans, 30 ans après chez. Tu te fais toujours bien recevoir ou les. C'est jamais facile, mais tout est possible. Et c'est passionnant parfois. C'est même passionnant parce que on retrouve des documents anciens, on va dans les archives départementales, voir si on peut trouver des articles de presse, la météo qu'ils faisaient à cette époque-là, etc., etc. C'est tout un boulot qui est difficile. C'est sûr que c'est plus facile de se rencontrer entre amis, d'aller faire une soirée d'observation, que de passer des journées entières dans des archives à rechercher une aiguille dans une botte de foin, on va dire. Mais ça fait partie du boulot, normalement, quoi. C'est ça qui est très intéressant. D'aller dans les gendarmeries, quand ils veulent nous recevoir, pour voir s'il y a eu un PV de gendarmerie qu'on peut ressortir, d'aller faire une enquête de voisinage, d'aller retourner sur les lieux, d'aller fouiller un petit peu, voir ce qui s'est passé. Voilà, c'est ça, quoi, moi qui me passionne depuis des années. Parce que si c'est pour aller voir un témoin, comme je le dis 100 fois, mais je rabâche un petit peu, mais si c'est pour aller voir un témoin demi-heure, faire des lignes et classer ça sur une étagère, c'est pas de l'ufologie. Si on veut vraiment approfondir la question, il faut aller sur le terrain. D'accord. Alors j'ai demandé à plusieurs personnes de réactiver leur micro. Il faut revoir plusieurs fois le témoin aussi, leur poser des questions différentes. Il y a du bruit là. Oui, parce qu'une enquête, on peut dire qu'une enquête n'est jamais pratiquement terminée. Non, parce qu'on arrive à avoir des éléments qu'on n'a pas forcément la première fois. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Rémi, si tu peux réactiver ton micro. Oui, Rémi, oui. Il a la vidéo, Rémi, mais pas le micro. Voilà, ça y est, il a réactivé. Bonjour Rémi. Bonjour. Bonjour Rémi. Qu'est-ce que ça te donne comme envie de dire Qu'est-ce que ça te... Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je crois que c'est... On a un problème, je crois. Je vais désactiver le son là. Rémi, qu'est-ce que ça t'évoque cette conférence? Toi qui es enquêteur de terrain depuis... oh là là. Moi, je viens d'arriver, j'étais avec les problèmes familiaux là, que j'ai en ce moment. Ah, désolé. Oh, je n'ai pas trop suivi, là. Je n'ai pas écouté l'affaire AB. Mais je suis arrivé après, quand c'était fini, quoi. J'ai entendu quelques phrases, c'est tout. Ah, tu sais, c'est pas facile en ce moment. J'ai même dû arrêter un peu de chirurgie, quand même. Ah bon? Ok. Oh, oui, il y a trop de problèmes à la maison et partout. Dans la famille et tout ça. Ouais, je suis désolé de l'apprendre parce que t'es vraiment t'es un pilier de ta région, quoi. Autrement, sur le plan des enquêtes, j'ai plus grand chose, hein. Tu sais, depuis la période, comme je l'ai déjà dit depuis je sais pas combien de temps, depuis la période Covid, depuis le début de la période Covid, j'ai peut-être eu 2 témoignages. D'accord. Jusqu'à maintenant, quoi. Mais ça va revenir, je suis sûr. Le Covid, ça, oui. C'est la fin. Problèmes familiaux, bon, ça, je ne sais pas. J'ai vu des réactions sur le GEPAN. Alors, Laurent Chabin, il dit qu'il n'y a pas de moyens. Donc, effectivement, et on le sait bien, donc, à partir de là, on ne peut rien faire. Et d'autres personnes qui s'appellent Le Grand Danger remarquent, bon,
enfonce un peu le clou et dit que bon, le GEPAN ne sert à rien, ce qui est vraiment dommage, mais bon, c'est le cas. Ça pourrait repartir éventuellement, mais enfin, j'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas, mais on peut être ouvert à cette possibilité. Si c'est un gouvernement derrière. Monsieur Rémi Faucheron à les pieds du l'ufologie de terrain. Oui, absolument. J'étais, oui, en ce moment, c'est plutôt calme en ce moment. Non, non, mais ça va repartir, j'en suis Ça va sûr. repartir, oui, oui. On compte sur toi. Oui. Tu fais aussi toujours des émissions avec, Non, j'ai tout arrêté, avec ODH-TV, avec Gilles Thomas. Ah, mais oui, avec Gilles, oui, bien sûr. Ouais, on aime bien. Mais il n'y a qu'avec lui que je garde le contact. Ok. Bon. Je crois qu'on a fait un peu le tour. C'est vrai que... Qu'est-ce qui t'a le plus... Qu'est-ce que tu as appris? Alors, je reviens à Bruno Bousquet. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce que tu as le plus appris en faisant de l'ufologie? Est-ce que ça t'a apporté personnellement voilà, est-ce que tu as l'impression de t'être développé personnellement, d'avoir appris des choses en faisant ces enquêtes, indépendamment du sujet lui-même? Ça m'a apporté beaucoup de choses personnellement. Ça m'a appris à connaître les départements, les régions de France. C'est vrai que ça, mine de rien, quand j'étais petit, je faisais comme les autres. Là, je punaisais les observations sur les cartes. Donc, grâce à l'ufologie, j'ai appris où se trouvaient toutes les communes de France. Voilà, j'ai appris à faire des rencontres intéressantes avec des ufologues avec qui j'ai gardé d'excellents contacts. Après, les autres n'ont fait que passer, bon, parce que voilà. Mais voilà, quoi dire de plus? L'ufologie, bon, il n'y a pas que l'ufologie dans la vie non plus. Il faut pas en faire. Oui. C'est une passion, mais il ne faut pas en faire son unique raison de vivre. Sinon, bon, il y a aussi autre chose dans la vie. Hein. Mais bon, c'est vrai que ça m'a quand même occupé pas mal de temps. Eh bien, bravo. Donc, notre ami Guy, qui est en plein écran, là. Oui. Guy, tu as quelque chose à faire remarquer? On va faire... Je vois, comment voyez-vous l'avenir de l'ufologie de terrain? Ouais, d'une part, on parlait de nos collègues du Val d'Oise, là, devenus Paris. Les anciens, la plupart ont vieilli, ils peuvent plus se déplacer. Regarde un peu dans quel état est Georges Mess, par exemple, Jean-Claude Venturini, Gérard Deforge. Bon, voilà. Déjà, ceux qui menaient un peu la barque, bon, bah, ils sont un peu comme moi. Hein. Moi, c'est pareil, que je peux plus me déplacer non plus. Maintenant, il y a autre chose, c'est que, je sais pas comment ça se fait, mais ou bien il y a moins en moins de phénomènes bizarres, ou alors il se passe tellement de choses maintenant que les gens s'intéressent à autre chose. Et pour ceux qui voient quelque chose, ça devient un phénomène banal maintenant, un peu comme tout, quoi. Dernièrement, là, comme je peux plus me déplacer, j'ai quand même eu des gens qui sont venus me voir. Et justement, on a discuté avec Didier Gomez en lisant chacun de son côté le bouquin de Gérard Deforge. Il y a des témoignages quand même qui sont un peu bizarres parce que on sent que sans trop de vérification, on s'aperçoit qu'il y avait des phénomènes qui étaient dans les couloirs d'envol de l'aéroport de Paris et du Bourget. Et moi, dernièrement, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que quand on voit au loin les avions partent en clair, surtout en ce moment, ça fait 4-5 jours qu'il fait beau, on voit la nuit, avec le ciel qui est assez lumineux, au loin, sur des kilomètres, les avions qui approchent. Alors au début, on voit donc comme une étoile, après deux étoiles, et les gens, je ne sais pas si ils ont la possibilité de les voir passer de près au-dessus de chez eux, c'est le cas de chez moi, hein.
ils voient au loin, à ce moment-là, les lumières des avions de différentes couleurs, ils les confondent avec des ovnis. Voilà, en ce moment, c'est à peu près tout ce qu'on voit, pour moi, dans la région parisienne, quoi. Mais maintenant, l'avenir de l'ufologie de terrain, je vois pas très bien qui peut la faire. Et sur Facebook, par exemple, il y a beaucoup plus de demandes de promotion d'édition de bouquins que de choses intéressantes. Enfin, moi, c'est mon avis, hein, c'est tout. Oui, alors c'est vrai que bon, il y a un certain nombre d'observations, mais ces observations, entre guillemets, pas très intéressantes, des lumières dans le ciel ou des groupes de lumière. Voilà, c'est ça. Quand on a montré une, deux, trois, il y en a sans arrêt qui arrivent de ces observations. Alors, évidemment, ici, dans la région parisienne et puis dans la banlieue, il y a beaucoup d'éclairage la nuit. Ça perturbe un peu ce qu'on pourrait observer. Par contre, à la campagne, c'est pas du tout pareil, quoi. Il y a moins de lumière qui gêne et on voit beaucoup plus de choses. Et il est certainement plus agréable de passer une partie de la nuit dehors que ici. Déjà, c'est le temps, il fait aussi, hein. Ou alors il faudrait avoir des rencontres des RR3, des choses comme ça, quoi. Mais ce qu'on voit dans le ciel à l'heure actuelle, c'est on voit, il faut quand même avouer, on n'a plus de témoignages d'objets bizarres faisant le clou dans le ciel, hein. Ça, il y en a peu. Mais il y a peu d'observateurs aussi, c'est toujours pareil. Alors, d'autant plus, il n'y a pas de clients non plus qui sont volontaires pour s'occuper de ça, c'est sûr. Ouais, il y en a peu. C'est l'œuf et la poule, toujours pareil. Ouais. Et alors, moi, ce qui était désagréable ces derniers temps, il y a eu des choses qui ont été faites, des rapports de faits, des gens sérieux qui ont discuté, ben, on leur est tombé dessus et on les a un petit peu démolis. Ça m'a assez écœuré, ça. Moi, personnellement, j'ai jamais eu d'ennui, mais je sais pas pourquoi il y a une partie des gens qui se sont intéressés à ce qui nous plaît, quoi, ont eu des attitudes vraiment déplaisantes ces derniers temps. Surtout, je n'ai pas digéré l'histoire Trinity, là, le côté de ceux qui savent tout, là, les Américains. Là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ils ont vachement attaqué. Et je regrette j'ai pensé au début qu'il fallait faire le mort, qu'ils disaient bon allez on laisse passer ça. Ouais. Mais malheureusement c'est pas le cas. Il y a eu un énorme article dans Lumière dans la nuit que j'avais pas lu, que là j'ai lu, un article fleuve style propagande. Bon oui. Enfin. Et ça non, moi non plus j'ai pas digéré ça. Non, d'autant plus qu'il y a des types qui d'une part critiquent ce que les autres font. Ils lisent même pas leur rapport ni leur bouquin et ils se permettent non seulement d'avoir des critiques négatives, ça ils ont le droit de le faire, hein, mais c'est un petit peu la rédaction de leur réflexion qui est déplaisante. Je sais pas, ça m'a foutu un coup là depuis ce fameux numéro que tu connais, tu vois. Et là, je crois que j'en suis arrivé au numéro 100 et puis je vais arrêter les frais hein, parce que j'en ai marre. Hein. Voilà, comme tu veux, moi. Je vois beaucoup, tout le monde enfin, tous les anciens je discute avec eux, quoi. Tous les anciens, ils sont un peu écœurés, quoi. On se demande vraiment pourquoi depuis des années, on s'est cassé les pieds à s'occuper de ça. Parce que moi, ça fait un sacré temps, hein, ça fait un sacré paquet. Et j'ai l'impression, je vais être sincère, que quand j'ai démarré la Gazette, c'est un peu tard, mais j'ai quand même bossé à LDLN depuis pas mal d'années. Bon, j'étais pas connu, j'en avais rien à faire. Ça a servi de faire des bouquins, faire des choses comme ça, tant mieux. Mais moi, ce qui m'a écœuré depuis que je fais la Gazette, j'étais un sacré faire-valoir, tu comprends.
hein, parce qu'il y a des gros totos qui font des bouquins et puis il y en a d'autres qui retiennent leurs informations plutôt que de les diffuser. Alors ça, je ne peux pas l'admettre. Voilà, j'ai dit ce que j'avais sur la patate. Alors j'espère qu'aux deux Bruno, toi, Botta, tout ça, j'espère que vous prendrez le relais et puis vous allez mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Hein, parce que... Nous, on est trop vieux maintenant. Là. Oh, bah oui, hein, c'est vrai. Pas Bruno, pas Bruno Beau. Oui, hier, j'ai été passer un examen que c'est une horreur. Je croyais que j'étais empalé. On m'avait jamais fait ça. Pourquoi? Bah parce que le physique, il se déglingue. Hein. Ça, c'est peut-être de ma faute, quoi. J'ai bien vécu toute ma vie. Mais enfin, j'avais des ennuis, mais ils viennent pas de là. J'ai absolument rien du tout. Ça m'avait un petit peu inquiété. Quoique moi, le baroudeur m'inquiétait. Faut le faire. Hein. Bon, ben voilà, c'est tout. Voilà. Merci pour ton merci beaucoup. Ce qui se passe dans l'Est, si tu veux, ça me rappelle de cruels souvenirs, mais les gens, ils s'en rendent pas compte. Ouais, des souvenirs qui datent de loin, hein, qui datent de 10 ans. Notre ami Guy a participé à des combats. Et puis quand j'étais gamin, entre 5 ans et 10 ans, j'ai quand même, avec ma famille, subi des choses douloureuses, hein, notamment l'incendie de mon village avec ce que les Boches ils ont fait à nos voisins. Mais enfin, on s'en fout. Il faut... Okay. C'est comme ça. Bon, j'invite les... Alors, je vois que quelqu'un écrit... Oui, nous avons des cas récents enquêtés, conséquents et pas relayés actuellement. Alors, qui est-ce qui écrit ça? C'est... oui, il faut que je regarde. Là. C'est Monsieur Crandanger, je crois. OVNI Anjou, je crois. OVNI Anjou. Oui, il me semble. Ouais. Crandanger, oui, c'est ça. Le GEPAN ne sert à rien, il faudrait que je recherche pure, sans pas réellement du sujet. Elle ne pourrait, la recherche, que s'appuyer sur des enquêtes de terrain, oui, certainement, et témoignages fiabilisés par les enquêteurs. Les services tels que la gendarmerie faisaient le job dans les années avant 1990 et plus aujourd'hui, c'est vrai. Et voilà, ouais. Je pense qu'il ne faut pas rêver, hein, la gendarmerie et le GEPAN, ils font que le gouvernement leur dit de faire. Si le gouvernement veut mettre le paquet sur l'ufologie, il n'a qu'à multiplier par 10 le budget du GEPAN, ce qui n'est rien du tout, hein, c'est une goutte d'eau d'un... il ne le fera pas, enfin il le fera ou il ne le fera pas, je ne sais pas. Mais... Et puis la gendarmerie, c'est pareil, c'est des militaires, ils obéissent aux ordres. Si ça ne les intéresse pas et qu'il n'y a pas une pression, une demande de l'État, ils feront rien. C'est bien dommage. Donc c'est aux indépendants de prendre le relais. Je ne vois pas d'autre solution. Donc je me sens un peu coupable de n'organiser que des conférences et de ne pas faire d'enquête de terrain. J'ai peut-être abandonné les conférences et allez vous polluer la vie. Il n'y a rien que mieux que le terrain, Patrice. Rencontrer les témoins. Certainement. En plus, ça doit être... bon, je ne suis plus un genou, mais ça doit être assez formateur parce que c'est évident que c'est pas la... Il en faut avoir pas mal d'enquêtes pour commencer à maîtriser. Et tu vois, Patrice, là, je connais pas mal les gendarmes de mon coin, d'autant plus que on m'avait foutu comme major de réserve dans la gendarmerie, donc c'est facile d'aller les voir, quoi. Eh bien, ils m'ont dit qu'en ce moment, ils avaient autre chose à faire que s'occuper des rapports d'OVNI. Hein. Faut aussi les comprendre. Hein. Oui, bien sûr. À l'heure actuelle, il faut quand même avouer qu'on est dans une mauvaise période et que les gens, même s'ils voyaient des étoiles ou des lumières faire le clown dans le ciel, ils ont autre chose à penser. Oui. Et ici, on voit ça comme ça, mais à la campagne, on voit les choses différemment. Oui, ils ont d'autres occupations, d'autres préoccupations, et ils voient les choses différemment. Oui,
c'est plus facile là-bas. Moi, je vois quand je vais à Albi, c'est pas du tout pareil. En plus, à la campagne, comme tu le disais, tu as la nature, tu as le ciel qui est agréable à regarder, toutes ces étoiles. Moi, les étoiles, comme toi, hein, on n'en voit quasiment pas que les plus brillantes. Tu vois 3 ou 4 étoiles dans le ciel, en général, et pas plus. Et quand c'est des planètes, c'est même pas des étoiles. Dans la région parisienne, c'est toujours couvert. Alors, Ouais. d'ailleurs, lui, ils disent que les Parisiens font toujours la gueule parce qu'ils ne voient pas le soleil. Et c'est bien vrai, quoi. C'est vrai, mais indépendamment de ça, il y a tellement de lumière sur toute la région parisienne que tu ne vois pas les étoiles. Donc, les gens ne regardent pas le ciel. Il n'y a rien à voir. Ben non, ils regardent autour d'eux, quoi. S'il y a pas ils regardent leurs écrans, ils regardent Internet. Ils sont tous Le devant leur confinement écran. n'a pas amélioré les choses. Donc, il faut Ils sont revenir plus observateurs. Ils sont plus observateurs. Ils n'observent plus, ouais. Mais bon, ça, on n'y peut pas grand-chose. Et puis en plus, je crois que ça va se dégrader encore. Parce qu'avec ces nouvelles technologies, ces nouveaux jeux vidéo toujours plus performants, toujours plus extraordinaires, je crois que les gens vont de plus en plus vont continuer à pas regarder le ciel. Bon, voilà, je sais pas. En tout cas, merci pour toutes vos opinions. Moi, je suis prêt à continuer la conférence assez longtemps. Je crois que Bruno, lui, a fait un peu le tour de ce qu'il voulait dire, hein, Bruno. Oui, je pense, hein. Oui. Bon, il y Mais, aurait encore beaucoup de choses à dire, mais bon. mais si tu veux entamer sur un sujet qui tient à cœur, sur l'ufologie, vas-y, c'est vraiment format libre hein, ce soir. On reviendra à venir de Paris, on refera une conférence. Voilà. donc, ok, j'ai compris. Avec plaisir. Ok. Bon, à ce moment-là, mais il y a des gens qui par exemple, Brigitte, qui est très sage. Oui, j'écoute. Je suis toujours curieuse. Et j'aurais posé une question à Bruno pour savoir s'il avait été faire des observations au Bugarache. Alors, je suis allé au Bugarache, pas quand il y a eu tout ce monde-là. Non, bien sûr. Voilà. Je suis retourné plus tard. J'ai rien observé de particulier. Pourtant, j'ai bien cherché. D'après moi, il n'y a rien à voir au Bugarache. Voilà. Ça, c'est mon avis personnel. C'est plus du folklore qu'autre chose. Voilà, ça c'est tout à fait personnel, mais ça a fait beaucoup de bruit pour rien, cette histoire-là. Et d'ailleurs, on continue à parler du Bugarache alors que bon, il n'y a rien d'exceptionnel là-bas. Ouais. Mais sinon, ça fait les mollets et ça fait le souffle, quoi. Il faut y grimper quand même. Oui, oui. Ça fait monter le prix de l'immobilier. Ah oui, Et, d'accord. Oui. beaucoup d'illuminés qui se sont baladés là-bas. Mais bon, moi, j'ai rien vu de particulier là-bas. Ok. Bon, il y avait un certain nombre. Donc, André Aguilera, je lui ai demandé de réactiver le son. Monsieur Nicolas Guichard. S'il y a toujours des cas intéressants, dit quelqu'un, où peut-on prendre connaissance des résultats des enquêtes? Ah, eh ben, il faut s'abonner. Bon, je sais pas. Il faut il faut aller lire le Lumière dans la nuit, parce que dans Lumière dans la nuit, il y a quand même cette revue. À chaque numéro, il y a publication d'observation. Il y a une revue qui. Tu peux me donner le nom de la revue d'OVNI Languedoc Ça s'appelle comment ça a changé de nom 3 fois alors Logosphère, je crois que Logosphère, voilà. Ouais, c'est ça, hein, oui. Logosphère, il y a des observations aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il n'y a plus grand-chose parce que c'est les deux que je connaisse, hein, qui publient régulièrement. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien en publication. Sinon, il y a les revues, peut-être certaines revues grand public, mais j'y crois pas trop. Revues Alien, peut-être. Mais c'est surtout des recherches, des livres, des textes d'auteurs, pas vraiment des observations. Pas la revue du MUFON aussi. La revue du MUFON, oui. Voilà. Merci, Rémi. Mais je l'ai déjà, voilà. Monsieur Bardanger, on vous écoute?
Oui, bon, je disais que j'allais écrire que il y a une chose qui est quand même très curieuse aujourd'hui. Aux États-Unis, le phénomène semble avoir repris de la densité, on va dire. Des sociétés privées relancent le gouvernement, qui veut relancer des études officielles. Des Exact. revues généralistes parlent, comment dirais-je, de sciences, reparlent de la question OVNI. Et nous, on est en train de dire ça n'existe plus. Ça me paraît bizarre et décalé. Est-ce qu'on ne sait plus faire en France, en Europe qu'est-ce qui se passe, quoi? Il y a un problème quelque part, ou alors ils viennent plus chez nous parce qu'on n'est plus intéressant. Mais sur le manque d'observation RR1, tout à l'heure j'ai écrit RR3 par erreur, le manque d'observation RR1, ben, c'est très simple, hein. Moi j'ai vu l'observation du 5 novembre 90. Bon, après on peut en discuter longuement, hein, je ne vais pas me débattre là-dessus. J'avais Paris comme ligne d'horizon devant moi. Mais j'avoue être un des seuls, et mon cas n'a même pas a été signalé au GEPAN, j'ai sa réponse, la réponse du CNES, mais sur une agglo de 12 millions d'habitants, Paris-Île-de-France c'est 12 millions à peu près d'habitants, et en 1990 c'était pareil, puisqu'il en sort autant qu'il en rentre dans cette région. J'étais un des rares témoins privilégiés, à part les tours de contrôle d'Orly, de Roissy, du Bourget, parce que j'étais là au bon moment, que je regardais le ciel. Et j'avais un horizon dégagé. Et puis parce que peut-être que vous connaissez le ciel, monsieur Gandanger, parce que il y a des tas de gens qui vont voir des choses dans le ciel et ça va pas leur faire la moindre différence, parce que comme vous le souligniez tout à l'heure, quand on regarde le ciel aujourd'hui, même en province, hein, au-dessus de la Loire, assez loin, on voit les lumières de Angers d'un côté, de Saumur de l'autre. C'est des halos lumineux moins grands que Paris, bien évidemment, mais qui sont déjà importants. Les satellites, partout. Je veux dire, le ciel aujourd'hui est illisible. D'ailleurs, les astronomes s'en plaignent, hein. Eux-mêmes, dans leur domaine, il faut des instruments très ouais, il y a une sorte de bronca contre le projet de SpaceX, de Starlink, de mettre des dizaines de milliers de satellites en orbite pour avoir une couverture globale Internet c'est ça, la niveau couverture dans le monde globale entier. Internet, oui. Donc, voilà, quoi. Mais pour moi, les gens sont le nez devant leurs écrans, smartphone, tablette, ordi, télé. Même en conduisant, les gens ne regardent même plus trop la route, quoi. C'est pour ça que d'ailleurs que les autorités aimeraient bien mettre des pilotes automatiques dans les bagnoles. Parce que ça va venir. Les accidents maintenant ont lieu par manque d'attention. Parce que les gens, ils tapotent leur smartphone. Vous avez tous observé en tant qu'automobiliste le nombre de personnes qui en fait ne regardent pas la route, hein, et c'est moins 3 points leur véhicule à la dernière minute. Hein. Donc les gens ne voient rien. On se demande si effectivement ça les motive quelque part. Et ensuite, sachant que les autorités, nous on a eu un cas que OVNI Anjou a traité sur le terrain, un cas vu en avril 2020, à la suite d'un bruit non identifié qui s'est passé sur le grand ouest de la France. Le témoin a appelé immédiatement la gendarmerie. Question, est-ce que vous avez bu? Non. Est-ce que vous avez fumé? Non. Bon, ben c'est très bien. Merci, messieurs, dames. Bonne soirée. Et puis, ils ont raccroché. Donc, les gens maintenant, moi, j'ai l'âge que j'ai. Moi, je me rappelle, dans les années 70, vous alliez dans une gendarmerie déposer, parce que c'était intéressant, on était en pleine guerre froide, encore à l'époque, hein, peut-être que ça va revenir, hein, d'ailleurs. Du coup, les autorités militaires étaient intéressés et prenaient les cas, parce qu'il y avait eu la vague de 54 déjà, 2 décennies avant, etc. Donc, mais aujourd'hui, non. Je pense que c'est plus leur priorité parce qu'ils ont bien d'autres chats à fouetter, on est d'accord. Je connais un peu le sujet aussi. Donc, on est dans un marasme, mais qui pour moi est plutôt français,
et européens. Il faut voir ce qu'ils font en Belgique, par exemple, avec la SOBEPS, qui avait fait en son temps des enquêtes très, très détaillées. Et personnellement, je suis en contact avec un ufologue historique, canal historique, Jean-Marie Bigorne, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je connais. Voilà. Il a fait Jean-Marie, donc j'ai reçu un courrier de lui, des illustrations, etc. Je vais lui répondre parce il veut décrocher des réseaux parce que d'internet parce que ça l'intéresse plus, quoi. C'est trop polémique, il y a trop de mauvaise foi, etc. Donc il se dit fatigué de l'ufologie, de l'état dans lequel elle se trouve actuellement. Mais donc lui a encore eu un cas, ça doit remonter à 2018, je pense. J'ai les documents, hein, j'ai tout. Avec trace au sol, lumière à un degré d'angle de 5 degrés, hein, c'est-à-dire à quelques mètres au-dessus du champ, devant la maison de la dame, à la frontière belge, où il se passe toujours des choses un peu bizarroïdes en Belgique. Je ne sais pas pourquoi. Donc, non, il y a, à mon avis, il y a, mais moins peut-être que dans les vagues mythiques comme celle de 54 ou les années 70. Mais il y a, mais comme vous le disiez tout à l'heure, ben, les gens sont plus devant le phénomène, quoi. Ouais. Ils sont plus devant le phénomène. Puis il y a moins de gens dans les campagnes aussi. Hein, Oui, les campagnes se vident. Voilà. Mais, Ouais. et puis justement, notamment dans le sud de France, où il fait quand même un peu meilleur, tout petit peu meilleur seulement. Comment dirais-je, c'est là que les témoignages de lumière nous parviennent. Ou dans les pays un peu plus où il fait beau, hein, souvent, c'est là qu'on voit sur Internet. Mais comme vous dites, c'est des lumières, bon, oui, et après. Voilà. Ok. Merci, monsieur Grandanger. Donc, il y a eu quelqu'un qui a parlé du réseau Fripon. Réseau Fripon Préservation OVNI que les êtres humains ne voient pas. Problème de Fripon, c'est qu'il est vraiment paramétré pour récupérer les trajectoires des météorites, pour pouvoir ensuite essayer de retrouver ces météorites au sol, après leur impact sur la Terre, pour pouvoir ensuite les récupérer et les analyser. Et réseau Fripon, il va pas voir les oiseaux, les avions, ni quoi que ce soit d'autre. Il voit que il est paramétré pour voir que les météorites. Donc il y a très peu de chances qu'il détecte quelque chose de différent. Et pour les gens qui l'utilisent, de toute façon, ça sera des déchets, hein, ça sera du bruit qu'ils vont pas regarder. Moi, voilà, malheureusement, c'est comme ça. Alors, on dit la COBEPS fait encore du bon boulot. La COBEPS, c'est le successeur de l'ancienne association belge, c'est ça? Ouais. Eh ben, bravo les Belges. Je connais, il faudrait en parler. Je ne sais pas si elle fait du bon boulot, hein. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, ils en ont fait. C'est Laurent qui m'a envoyé ce message. Laurent Chabin. J'aurais pas dû dire ça. Enfin bref, peu importe. C'est pas dramatique. Oui, il me dit que la COBEPS fait encore du bon boulot. Ben, je le crois volontiers parce que c'est quelqu'un qui connaît le sujet. Ok. Messieurs, dames. Mesdames, messieurs plutôt. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres choses à ajouter? Non, nous, on va continuer. Hein. Oui. Qui est-ce qui a parlé? J'ai pas... Jean-Denis, hein, c'est mon prénom, j'ai mis mon nom. Mais enfin, oui. Voilà. Ah oui, Jean, d'accord. Je vais vous contacter parce que voilà, je ne le connaissais pas bien. Je savais qu'il existait une association. C'est OVNI Anjou, Monsieur Brochard. Il y a Jean-Michel Farneau aussi. Ouais. Il y a certainement, on verra si on peut monter quelque chose. Hein, mais je vais vous contacter. Ok. Ben, je pense qu'on va clore la soirée, parce que c'est pas la peine de. Je crois qu'on a fait le tour. On a vraiment. Merci à Bruno de nous avoir vraiment présenté son parcours et les deux Bruno, excuse-moi. Et je crois que c'était fort intéressant et il faudra qu'on continue dans cette optique. Oui. Voilà, messieurs, dames, je vais vous souhaiter le bonsoir. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Merci, Patrick. Merci. Bonsoir. Et merci à tous.